J'analyse cette autre controverse avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Esther. C'est donc une nouvelle tuile qui s'abat sur la tête de Justin Trudeau, donc des vacances en Jamaïque chez de riches donateurs de la Fondation Trudeau. Geneviève, d'abord, jusqu'à quel point c'est dommageable pour le premier ministre? Je suis pas sûre que c'est si dommageable pour l'instant, mais ça pourrait le devenir. Puis à vrai dire, j'ai comme deux hypothèses à vous soumettre. Là, vous déciderez laquelle vous préférez. Mais la première, c'est que les gens pourraient se dire, mais mon Dieu, il apprend pas. Alors, c'est pas la première fois qu'une telle histoire survient. C'est toujours à peu près le même contexte. C'est mal avisé, ça coûte cher. Et donc, ça rien pour rehausser l'image de M. Trudeau. La deuxième hypothèse, c'est qu'il sait très bien quelles vont être les réactions, mais en même temps, il constate que ça change pas beaucoup sa popularité. Je veux dire, on a eu d'autres cas avant lui. On pense aux vacances chez la GACAN, puis il a quand même réussi à se faire élire 2 fois par la suite comme gouvernement. Alors, peut-être que pour M. Trudeau et son entourage, c'est un prix à payer. Oui, ça va être un moment désagréable, mais finalement, on va passer à autre chose assez rapidement. Alors, je suis un peu là dans mes estimations, est-ce que ça va être dommageable? Mais on rajoute que ça fait plusieurs années maintenant que les libéraux sont au pouvoir. Si les gens veulent trouver une raison pour voter pour un autre parti, ben, peut-être que ça pourrait être une autre raison. Oui, parce que, Daniel, il y a plusieurs qui se demandent si cette controverse pourrait prendre encore plus d'ampleur que celle qui entoure We Charity, surtout si on ajoute que tout ça s'est écrit, tout ce qui s'est écrit sur l'ingérence étrangère, là. Oui, puis en plus, la Fondation Trudeau, on sait ce qui s'est passé récemment avec les démissions en bloc. Et donc, ça, c'est déjà la Fondation Trudeau. C'est devenu un slogan pour les conservateurs. Ils ont seulement à dire Fondation Trudeau et puis ça soulève des réactions. Mm-hmm. Je pense que les deux hypothèses que Geneviève a soulevées, moi, je pense que c'est la deuxième qui est plus près de la réalité. On peut parler d'un sentiment d'impunité du côté de Justin Trudeau. Et j'ai l'impression qu'il viole des règles comme ça et que ça n'a pas trop l'air à le déranger parce qu'il pense justement que, les gens vont oublier ça assez vite. Mais ça s'accumule, comme vous l'avez dit. Alors, je pense que c'est un cadeau pour les partis d'opposition, surtout pour les conservateurs. Et ça pourrait prendre de l'ampleur parce qu'on va peut-être découvrir autre chose au sujet de ce voyage-là. Hein? Ça vient de sortir, là, il y a de nouvelles informations qui viennent de sortir. Alors, ça pourrait donner de nouvelles munitions à l'opposition si on découvrait d'autres détails un peu croustillants là, sur les dépenses et comment ça coûtait et tout ça. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Oui, parce que, justement, les vacances de la famille Trudeau ont coûté 160 000 $ aux contribuables canadiens. C'est des dépenses qui ont été engendrées, évidemment, en pleine crise de l'inflation. Selon Radio-Canada, le bureau du premier ministre avait des réserves quant à ces vacances. Geneviève, comment on peut expliquer que Justin Trudeau ait quand même décidé d'aller de l'avant avec son voyage en Jamaïque? Ben, c'est ça que les gens vont commencer à se poser comme question, c'est est-ce que la façon dont M. Trudeau prend les décisions est pas la même que nous en tant que citoyens? C'est-à-dire que vous et moi, ben, on a un revenu, on a un budget, on a des contraintes financières. On a l'impression que dans ce cas-ci, les contraintes financières n'existent pas vraiment. Juste pour mettre les choses en perspective, on parle d'un voyage de 160 000 $ pour une semaine de vacances. Le salaire de M. Trudeau est d'à peu près 400 000 $ par année. Alors, c'est un voyage qui a coûté la moitié de son salaire annuel, là, j'arrondis un peu. Je connais pas beaucoup de Canadiens qui vont décider d'aller en voyage lorsque ça leur coûte la moitié de leur revenu annuel. Et donc, c'est un peu ça que je veux dire. Est-ce que M. Trudeau prend ses décisions comme vous et moi prenons nos décisions, ou si c'est pas plutôt, c'est pas moi qui paye, on a les moyens, le budget du gouvernement fédéral se compte par centaines de milliards de dollars, donc c'est une goutte d'eau. Mais c'est quand même préoccupant comme situation parce que pourquoi est-ce qu'il y a personne, incluant le premier ministre, qui à un moment donné a dit ça n'a tout simplement pas d'allure de payer ce montant-là pour une semaine de vacances dans le Sud. Daniel, comment vous expliquez ça de votre côté? J'ai mentionné les sentiments d'impunité. Je pense que on va au-delà de la question du jugement. Là. Oui, c'est quelqu'un qui vit un peu sur une planète différente des autres Canadiens et Canadiennes. Et c'est normal aussi quand on est premier ministre, ça fait quand même longtemps déjà qu'il est premier ministre. Justement, parce qu'il n'a pas été vraiment puni de façon sévère pour des voyages précédents, l'affaire Aga Khan notamment, je pense qu'il
politiquement, il doit s'imaginer qu'il peut se le permettre. Ouais. Mais ça n'aide pas sa cause et la cause des libéraux en général. Oui. Ces nouvelles révélations, justement, surviennent alors qu'il y a toutes sortes de spéculations sur l'avenir de M. Trudeau. Justin Trudeau, on le sait, a célébré la semaine dernière ses 10 ans à la tête du PLC. Il donne évidemment aucun signe qu'il veut partir. Geneviève, quand même, est-ce que Justin Trudeau est rattrapé par l'usure du pouvoir, selon vous? Ça se pourrait que ce cas-ci nous démontre ça. On entendait un peu des rumeurs disant que l'entourage de Justin Trudeau n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire, c'est plus des gens qui le côtoient, qui vont le challenger, là, qui vont questionner, qui vont le pousser un peu pour se faire l'avocat du diable, par exemple. Et donc, on aurait plutôt un entourage qui serait plutôt une caisse de résonance à M. Trudeau. Si lui veut quelque chose, on va lui dire d'accord, c'est bien. Et ça se voit souvent, justement, avec l'usure du pouvoir. Donc, on pourrait penser que peut-être un remaniement dans justement son entourage rapproché serait une bonne chose. Pensez à sa chef de cabinet, Cathy Telford, qu'on a vu la semaine passée en comité. Puis je veux rien dire à propos de ses compétences, puis je pense qu'elle fait très bien son travail. Mais ça fait quand même 8 ans qu'elle est là. C'est exceptionnel comme durée de vie pour une chef de cabinet. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir d'autres personnes, de changer un peu les cartes? M. Trudeau aime bien s'entourer de gens qu'il connaît. Il est très fidèle. Il change très rarement de ministre aussi. Mais c'est peut-être ça une erreur en ce moment, surtout quand ça fait longtemps. Il faut avoir cette impression de renouvellement qu'on ne voit vraiment pas chez le Parti libéral. Oui. Daniel, M. Trudeau vogue de controverse en controverse, c'est ça depuis des semaines. Bon, il y a eu les dons à la Fondation Trudeau, les problèmes évidemment d'ingérence étrangère. Comment on peut expliquer que Pierre Poilievre semble pas en tirer profit? Du moins, si on se fie au plus récent sondage, là. Ben, écoutez, Pierre Poilievre met encore l'accent beaucoup sur sa base. Par exemple, les attaques contre CBC, là, notamment, on a vu sur Twitter. Donc, je pense que c'est sa stratégie, c'est de vraiment renforcer sa base, mais je pense que ça fonctionne pas très bien. On le voit au Québec, notamment. Donc, est-ce qu'il va devoir revoir sa stratégie? Ou il pense que le gouvernement Trudeau subit tellement l'usure du pouvoir qu'avec peut-être une petite récession ou des problèmes économiques qui pourraient survenir bientôt, qu'il aurait peut-être la chance lors des prochaines élections fédérales de finir en première place, même si il n'essaie pas d'élargir sa base de façon significative en ce moment. Oui, justement, je vais terminer là-dessus sur les attaques de Pierre Poilievre sur la CBC. Bon, on le sait, il a demandé à Elon Musk d'identifier CBC sur Twitter comme étant un média qui est financé par le gouvernement. On dit que Pierre Poilievre, comme ça, et Daniel le mentionnait il y a un instant, veut mobiliser sa base. Mais Geneviève, quand même, est-ce que ce message-là, ça pourrait résonner au-delà de la base conservatrice de Pierre Poilievre? Pas vraiment, j'ai l'impression, parce que il montre pas une belle image d'un futur leader d'un parti, d'un pays. Il se montre pas premier ministrable, c'est-à-dire quelqu'un qui devrait être un peu au-dessus de la mêlée, être capable de faire la part des choses, d'avoir des nuances. Et vraiment, on a vu que dans ce cas-ci, il n'y en avait pas. Et donc, on le voit très partisan, très polarisant, très c'est vous ou c'est moi, c'est noir ou c'est blanc, j'ai raison, vous avez tort. Un peu le style américain. Puis au Canada, on n'est pas des Américains, puis on aime ça le consensus, puis on aime ça quelqu'un qui se présente bien, puis qui est capable justement d'exercer ses fonctions de leader. Et je pense qu'en ce moment, M. Poilievre est en train de se tirer dans le pied parce que sa base est déjà acquise, il n'y a pas à la chouchouner, là. Elle est là. Mais il fait pas grand-chose pour aller chercher d'autres personnes. Puis en attaquant CBC comme il le fait avec Elon Musk, je pense pas que ça va lui attirer la sympathie de personnes qui autrement pourraient vouloir voter pour un parti conservateur, mais pas pour un Pierre Poilievre. Donc, pas vraiment à son avantage, selon ce que vous nous dites. Merci à vous deux. Ça fait le tour des questions que j'avais pour aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.